Bonjour, je me nomme Carl-Léville Lechêne. Je suis associé à un cabinet conseil nommé Consultation Contact Monde, qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, qui est spécialisé dans l'assistance au développement du commerce pour des pays aux économies moins avancées. Il est évident que je travaille beaucoup sur le continent africain, en majorité en Afrique francophone mais aussi anglophone, que ce soit l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, à l'ouest comme à l'est. Et ce, depuis une vingtaine d'années. Premier projet en Côte d'Ivoire, ensuite des projets en Tunisie, au Togo, au Ghana, au Nigeria, au Burundi, au Gabon, au Niger, au Sénégal, au Burkina Faso. Enfin bref, un peu partout sur le continent. On pose la question, comment la crise sanitaire que nous traversons actuellement impacte-t-elle les relations entre le Canada et le continent africain? On comprend bien que l'ensemble des projets qui devaient avoir lieu, qui devaient se dérouler à partir du mois de mars dernier, ont en majorité ralenti ou cessé leurs activités. Les nouveaux projets ont été mis sur la glace. Les projets, que ce soit en formation, en éducation, en santé, en mines, en développement commercial, en développement financier, en mise en place d'entreprises de TI, des services de toutes sortes, tout, comme partout ailleurs, c'est ralenti, c'est mis même à l'arrêt. Tout nouveau projet a été retardé. Pour les entreprises canadiennes qui travaillent avec l'Afrique, évidemment, l'impossibilité de voyager a influencé grandement ce choix de décision, bien sûr. Et comme la remise en place des voyages n'est pas totalement effective pour le moment, quoique on peut se rendre, mais il y a encore des notions de quarantaine à l'arrivée, etc. L'acceptation à certaines frontières qui portent des problèmes. Beaucoup de ces opérations sont donc trouvées à l'arrêt. Quels sont les défis auxquels font face actuellement les entreprises canadiennes dont les activités sont orientées vers l'international? Beaucoup d'entreprises canadiennes sont dans une situation, comme on vient de le mentionner, en réflexion, à l'arrêt. Beaucoup ont été interpellés par cette vague de mise en place de commerce électronique, peut-être à outrance. Il est important de comprendre que plusieurs entreprises ont mis en place une façon de continuer la conversation, parce que pour moi, le négoce, c'est une conversation entre acheteurs et vendeurs. Et tant qu'on maintient cette conversation, on réussit à poursuivre nos activités. À partir du moment où cette conversation cesse, les activités périclitent. Dans le contexte actuel, la continuation de ces conversations est très importante. Les entreprises sont relativement très bien outillées pour pouvoir répondre à ce type de difficultés aujourd'hui avec les outils que nous trouvons en place. Par contre, pour accéder peut-être à de nouvelles possibilités, de nouveaux marchés, l'entreprise se trouve limitée. Elle compte ou comptait surtout sur des missions commerciales assorties ou non d'une participation dans une foire commerciale. Tout ce mouvement se trouve pour le moment arrêté. La plupart de ces activités à caractère de regroupement d'entreprises ou de gens spécialisés qui se retrouvent, je ne sais pas moi, à Rabat ou à Dakar ou à Bujumbura, se trouvent maintenant à l'arrêt total. Il est possible de penser qu'un nouveau modèle peut émerger de la situation actuelle, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler ou qualifier de foire commerciale virtuelle ou de mission commerciale virtuelle. Évidemment,
les entreprises spécialisées qui mettent en place ce type d'outils se sont réadaptées très, très vite pour pouvoir répondre à ce besoin anticipé auquel on voit peut-être que les entreprises, même les institutions privées ou publiques, les gouvernements, sont encore peut-être un peu réverbatives ou réfléchissent longuement avant de tenter l'essai. Pourtant, ici, au Québec, on a vu, il y a quelques mois, le Salon Bleu, dans un secteur d'activité technique très précis, où on a permis aux entreprises de ce secteur de se rencontrer dans un salon virtuel et de rencontrer des prestataires de services de toutes sortes. Et je dois dire que j'ai été le premier surpris de cette belle solution, qui n'est pas une solution à vendre, à louer ou à utiliser par d'autres parties, que ce qu'ils ont bâti que pour eux. Mais ça a démontré que ça peut bien fonctionner. J'espère qu'ici, au gouvernement fédéral, provincial, Canada, Québec, cela a suscité suffisamment d'intérêt pour que des parties du gouvernement, comme par exemple l'Export Québec ou Affaires mondiales Canada, veuillent considérer investir dans la mise en place de solutions virtuelles pour faciliter ce type de rencontres. C'est tout à fait possible. En fait, c'est possible depuis longtemps. Mais entre le loisir de prendre l'avion, de se déplacer dans un endroit intéressant, charmant, exotique peut-être, exotique, Montréal ou Toronto peut être exotique pour un Sénégalais ou un Ivoirien, comme pour nous aller à Tunis ou au Gabon peut être une visite exotique. Évidemment, ça représente des dépenses élevées, mais les entreprises étaient habituées de ce genre de choses et le gouvernement fédéral, provincial, appuyait financièrement ce type d'activité. Et non seulement financièrement, mais techniquement pour faciliter la mise en place, prenant des espaces, etc. Est-ce qu'on verra la même chose dans ce type d'organisation virtuelle? C'est à voir. Je pense que les éléments sont en réflexion au sein des gouvernements, mais que les décisions ne sont pas encore prises. Et nous sommes maintenant au milieu de l'été, qui est une saison peut-être un peu plus ralentie. J'ai répondu à beaucoup de questions d'un seul coup. Compte tenu de mon expérience concernant les enjeux de commerce extérieur et des partenariats internationaux, comment envisagez-vous l'avenir des relations d'affaires entre le Canada et les pays d'Afrique après COVID-19? Les voyages ont déjà recommencé. Le téléphone, le Skype, le Zoom, le courrier électronique, on ne manque pas d'outils de communication. Ce qu'on ne peut pas faire comme on voudrait le faire avec autant de souplesse, c'est de prendre l'avion et hop, de débarquer à Casablanca, d'y passer 2 jours et de revenir en prenant les ailes de Royal Air Maroc, par exemple, pour faire un aller-retour sans passer par Paris, Bruxelles ou je ne sais quoi. Ce n'est pas possible pour le moment. Et alors, on peut développer, et les entreprises acheteuses, vendeuses, les organisations sont tout aussi intéressées à continuer à travailler. Peut-être, du côté formation, côté conseil, on doit se servir plus d'outils similaires comme celui-ci, Zoom par exemple, ou autres plateformes de ce type, tout en tenant compte du fait que former en salle, former en ligne, coacher en ligne ne se fait pas de la même manière. L'andragogie est totalement différente et les façons de procéder, les façons de créer de l'intérêt, les façons de pouvoir permettre aux gens d'adhérer à de nouvelles façons de faire et d'intégration au sein de l'entreprise nécessitent donc des formations plus courtes, avec des changements à l'interne beaucoup plus courts. Et il est obligatoire d'avoir un coaching qui suit ce type de prestation. On ne peut pas former et laisser aller. On doit accompagner pendant une période de temps plus longue que courte pour s'assurer la prise de possession de ses compétences. Mais comme on n'a pas à payer l'avion, l'hôtel, le per diem à l'expert, on peut prendre cette enveloppe budgétaire et le mettre pour la prestation de coaching. Il y a quelques années, lors d'un programme financé par les Américains, un programme USA en Tunisie, on organisait
des visites, des missions sectorielles dans différents pays, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en Afrique subsaharienne, dans différents secteurs d'activité, agroalimentaire, textile, TI. Et nous avions mis en place, nous avons créé un système de support et de coaching pour le retour des missions qu'on a appelé le Foreign Desk et qui permettait donc d'accompagner les entreprises pour s'assurer qu'on ne laisse pas d'opportunités sur la table, mais qu'on prenne le temps nécessaire pour les retourner et les saisir. Je m'explique. Si on va dans une foire commerciale, on rencontre les gens, on fait des promesses en disant oui, 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 je vais vous envoyer une proposition de mon retour, on retourne et on est pris par le quotidien et on néglige de faire ce suivi. Même chose, on rencontre des gens, ils nous disent oui, le produit, l'olive devrait être un peu plus petite, plus brune, plus je ne sais quoi. Le pot, pas rond, mais octogonal, ceci, cela, des éléments comme ceci. On oublie, on n'a pas le temps, on est un peu préoccupé par d'autres choses. Alors que lorsqu'on faisait avec le Foreign Desk du suivi virtuel mensuel avec les distributeurs et les manufacturiers, les entrepreneurs pouvaient discuter et le distributeur pouvait émettre le fait qu'il voulait que le pot soit plus petit, que le produit soit comme ceci, que l'étiquette soit de telle couleur. Et la discussion permettait d'avoir la semaine suivante ou 2 semaines ou 3 semaines plus tard une poursuite de conversation, toujours à l'écran avec un outil comme celui-ci, Zoom par exemple, et on pouvait montrer le produit, le résultat. Donc, lorsqu'on allait à la foire l'année suivante, on arrivait avec les produits finis selon le désir du client et on avait déjà amené des échantillons en entrepôt, par exemple au New Jersey, avec des entrepôts que l'on appelle à logistique intégrée, qui permettaient donc d'avoir un catalogue en ligne disponible sur un téléphone ou sur une tablette pour permettre au client de pouvoir acheter l'échantillon tout de suite sur place pour mettre dans son magasin durant la foire. Grosse différence. Tous ces outils sont disponibles aujourd'hui et on peut faire donc de grandes enjambées avec ce genre d'outils pour permettre les résultats. D'aucuns pensent que pour survivre à la crise sanitaire, les différents acteurs devraient revoir leur façon de faire. Selon moi, quels sont les plans à adopter pour les entreprises, qu'elles soient canadiennes ou africaines? Mon premier séminaire sur l'utilisation des technologies de l'information en commerce extérieur s'est déroulé à la Chambre de commerce de Montréal métropolitain à l'automne de 1999. Donc, 21 ans plus tard, on doit maintenant mettre cela en place. Le commerce extérieur doit être digital. Il est important, le contact humain, il est essentiel, il est incontournable. Mais 2020 et plus, la majorité de nos opérations, la majorité de nos façons de développer le marché, la majorité de la manière dont on ouvre nos nouveaux marchés doit se faire de manière digitale. Au niveau des organisations, des grandes rencontres internationales, telles que les conférences, salons, foires commerciales, qu'est-ce qui pourra changer selon vous? Je l'ai mentionné, on doit digitaliser ces actions, ces salons et ces rencontres, ces missions commerciales. Et c'est un incontournable, ce n'est pas une solution en attendant le retour à la normale. Je ne pense pas qu'il va y avoir un retour à la normale. On fait un bond en avant forcé. On fait de grandes enjambées qui étaient dues depuis une dizaine, peut-être même 2 dizaines d'années. Il est temps. Certains analystes pensent que l'une des grandes tendances de l'après-COVID-19, c'est le repli sur soi ou la priorisation de la production et de la consommation locale. Qu'en dites-vous? Bien sûr que c'est bien de supporter son économie locale, sans l'ombre d'un doute. Peut-être qu'on a penché trop facilement sur l'importation d'ailleurs pour sauver quelques sous qui ne vont pas dans notre économie, mais qui vont dans une économie étrangère. On a peut-être eu l'impression qu'on sauvait quelque chose, bien sûr. Aujourd'hui, on réinvestit localement. Peut-être que ça nous coûte un peu plus cher, mais ça permet à notre économie de se soutenir minimalement, mais le commerce extérieur ne va pas cesser. Au contraire, on achète de la bauxite
du continent africain, on achète de l'or, on vend des produits technologiques, on vend de la connaissance, on vend toutes sortes de choses. Et ça ne peut pas se faire sans l'apport de pays étrangers. On importe au Canada, on exporte canadien sur le continent africain et ça ne va pas cesser. C'est la façon de le faire qui maintenant a débuté de changer et c'était déjà archi-dû. Alors pour terminer, quelle lecture je fais de la situation des pays africains qui jusqu'à présent semblent moins affectés par la pandémie? On a vu en début de pandémie que c'était un virus qui attaquait les gens plus âgés. Et là, plus on avance dans le temps, plus on voit que les effets de ce virus, qui doit certainement muter comme n'importe quel virus, commencent à se faire les dents sur une population plus jeune. Le continent africain est un continent peuplé de jeunes, en majorité. Contrairement à chez nous, au Canada, où c'est tout à fait l'inverse. On est un pays de gens plus âgés, n'est-ce pas? Si cette deuxième vague que l'on prévoit va se dérouler peut-être à l'automne, peut-être qu'elle aura les dents acérées sur la jeunesse et malheureusement, peut-être que nous verrions une difficulté sur un continent comme le continent africain. Ce n'est pas une question de température, parce qu'on a parlé d'un virus qui peut-être réagissait moins dans des pays avec un climat à température élevée, alors qu'on voit que dans le sud des États-Unis, il y a quand même des grandes vagues d'infestation de ce virus. Donc, on peut comprendre que dans un contexte africain où la distanciation sociale n'est pas possible et que les chiffres qu'on obtient sont certainement fragmentaires parce qu'il n'y a pas nécessairement de structure pour répertorier, comme on peut le retrouver dans les pays du Nord. On ne serait pas surpris que le désastre reprenne et peut-être soit un peu plus grand. Mais restons positifs, n'est-ce pas? C'est une période à franchir. Je ne peux pas mentionner la période de temps que cela peut représenter. Quelques mois encore, une autre année, 2, je ne sais pas. Mais si on met en place et qu'on se sert de ces outils et qu'on apprend donc à faire du commerce d'une manière un peu différente, sans en enlever le côté humain, mais transposer avec les technologies, si l'Afrique, qui est particulièrement débrouillarde, adhère à ce mouvement, hein, on va pouvoir certainement continuer à grandir littéralement nos échanges commerciaux pour le bénéfice du Canada et des 54 pays africains qui transigent avec nous. Merci.